Dans un contexte de démocratisation de l'enseignement supérieur, les places en master et surtout en doctorat se font de plus en plus précieuses. Mais plus loin, c'est la question du futur professionnel qui se pose face à une dévaluation des diplômes qui engendre des difficultés d'insertion professionnelle. Pour permettre de penser le futur plus sereinement, des bourses de thèse peuvent être octroyées afin que les étudiants et étudiantes puissent être payés pendant une certaine durée lors de l'écriture de leur thèse. Mais le nombre de bourses reste bien moindre comparé au nombre de doctorants et doctorantes. Face à ce panorama rapide des conditions doctorales en France, un constat semble se dessiner, celui de la précarité actuelle et future des doctorants et doctorantes. Aujourd'hui, dans cet épisode que nous pourrons qualifier d'hors-série, nous accueillons deux doctorantes, Lucie Chevalier et Orphée Dessart, qui viennent nous parler des conditions doctorales en s'appuyant sur leur propre vécu en tant que doctorantes. Bonjour Lucie Chevalier et Orphée Dessart. Bonjour. Bonjour. Lucie Chevalier, vous êtes doctorante et athaire en sociologie à l'université de Limoges, rattachée au laboratoire Le Gresco de Limoges et Poitiers, et le LEST d'Aix-Marseille. Vous vous intéressez particulièrement à la sociologie du travail et la sociologie des organisations. Votre thèse « Manager mieux l'aide à domicile, genèse, appropriation et limite d'un dispositif de formation au changement organisationnel destiné à résoudre la crise du secteur », co-dirigée par Anne-Marie Arborio et Olivier Masclet, porte sur les dispositifs néo-managériaux mis en place dans le secteur de l'aide à domicile pour répondre à la crise de ce secteur. Orphée Dessart, vous êtes quant à vous doctorante en sociologie à l'université de Limoges et rattachée au laboratoire Le Gresco, toujours de Limoges et Poitiers, et au LATS de Paris. Vos axes et recherches portent sur la sociologie de la consommation, de l'économie, des classes populaires et de l'environnement. Votre thèse, co-dirigée par Olivier Masclet et Hélène Ducourant, est intitulée « Rouler propre avec un budget contraint, diffusion du leasing et rapport à l'écologie dans les catégories populaires ». Elle porte sur la diffusion des pratiques écologiques dans le secteur de l'automobile auprès des classes populaires. Est-ce que, après nous avoir expliqué votre parcours universitaire, vous pouvez revenir sur vos travaux de recherche de master et vous pourriez nous expliquer comment vous êtes venu à vous orienter vers la thèse? Peut-être d'abord Lucie Chevalier et après Orphée Dessart. Merci pour l'invitation à nouveau. Donc moi j'ai commencé par un diplôme d'assistante sociale après le bac. Donc j'ai exercé d'abord en tant qu'assistante sociale, plutôt dans des secteurs essentiellement en protection de l'enfance et ensuite auprès du public sans domicile fixe, migrants, personnes victimes de violences. Et puis j'ai repris des études parce que j'étais un peu insatisfaite de ce que je vivais professionnellement. Donc je suis retournée à l'université en même temps que je travaillais. J'ai poursuivi donc jusqu'en master. En master 1, j'ai travaillé sur justement l'orientation des professionnels, des personnes qui s'orientent vers le métier d'assistante sociale. Pourquoi est-ce qu'on devient travailleur social? C'est quelque chose qui m'interrogeait de par mes propres insatisfactions en tant qu'assistante sociale. Et puis ça m'a permis un peu de tourner la page du travail social, ce travail de Master 1. Et en Master 2, j'ai travaillé dans une entreprise d'aide à domicile. Et donc pour gagner du temps, j'ai fait mon mémoire sur l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et comme cette entreprise participait à un programme de formation au management auquel j'ai assisté avec la directrice, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et puis on m'a proposé ensuite de continuer en thèse CIFRE, peut-être j'en dirai un mot tout à l'heure, sur le management, l'organisation du travail dans le secteur médico-social. Ok. Et vous, Orphée Dessart? Et du coup, moi, j'ai un parcours un peu différent de celui de Lucie. Moi, en fait, j'ai fait toute ma scolarité, licence, master et doctorat donc, à l'université de Limoges. Et j'ai pas travaillé avant. J'ai eu des jobs étudiants pour financer mes études, mais bon, c'est pas la même chose que Lucie. Et le doctorat, il est venu un peu au fur et à mesure. Je pense que je l'avais un peu en tête, même si je voulais pas trop me l'avouer. Mais c'est surtout Olivier, mon directeur actuel, qui était déjà mon directeur de mémoire en master, qui m'a orientée vers le doctorat. Enfin, il m'a dit qu'il pensait que j'avais les capacités d'assumer un doctorat. Et en capacité, on ne parle pas forcément de capacité intellectuelle, c'est aussi des capacités de tenir dans le temps. Voilà, c'est dur, c'est long, on y reviendra peut-être après, mais voilà, c'est aussi un rapport au travail qui est engagé dans le doctorat et sur lequel il pensait que j'étais performante, quoi, on va dire. Voilà.
D'accord, eh ben, j'aimerais bien qu'on revienne sur le choix du sujet de thèse. Comment est-ce qu'on choisit un bon sujet de thèse, qui va tenir dans la durée? Comment mettre en place une enquête de longue durée? Bah, Lucie Chevalier. Alors je sais pas si on se demande souvent si on choisit ou si on est choisi par les sujets, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient ou pas. Bon. Pour ma part, j'ai pas vraiment choisi. Je pense que même j'aurais pas forcément voulu travailler sur le management et l'organisation du travail. C'était plutôt un objet un peu repoussoir pour moi, de par mes dispositions politiques, ma socialisation politique. C'était plutôt pas quelque chose dont j'avais plus à me plaindre en tant qu'assistante sociale que j'avais envie d'étudier. Mais le projet de thèse était déjà plus ou moins écrit et proposé. Pour le coup, moi, j'avais pas forcément envisagé de poursuivre jusqu'en doctorat et je m'en sentais pas forcément capable, notamment du fait de pas avoir fait la licence de sociologie. J'ai encore pas complètement les bases théoriques aussi solides, je me sens toujours pas assez légitime théoriquement, etc. Et donc là, pour le coup, le projet était déjà monté en partie donc, par l'organisme qui proposait la thèse. Donc on l'a remanié un peu puisqu'il n'était pas vraiment posé, on a l'habitude de ça en sociologie, il n'était pas posé selon des termes très sociologiques, donc on l'a recomposé avec ma direction de thèse. Et donc voilà, j'ai pas eu forcément le choix, mais j'étais ravie par contre de me dire j'ai à avoir 3 ans financés pour faire de la sociologie sur un sujet que j'aurais peut-être pas forcément choisi, mais tout m'intéresse de toute façon en sociologie, donc c'est super, on y va. Voilà comment s'est fait le choix. Moi, il y a un petit peu la même logique qui sous-tend qui sous-tend ton choix, Lucie. C'est que moi, peu importe si j'aime faire de la sociologie, j'avais pas forcément de sujet de prédilection. Alors, il y avait des sujets qui m'intéressaient, mais bon, en parlant avec mon directeur d'abord, donc Olivier, ça s'est pas avéré pertinent, pardon, parce qu'il y avait déjà beaucoup de travaux de fait dessus. Je savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais montrer, et Olivier avait quelque chose en tête aussi, donc il m'a orientée vers ça. Alors au début, quand il m'a demandé de travailler si ça m'intéressait de travailler sur la voiture, je me suis dit non, pas du tout, c'est pas très glamour quoi, comme sujet entre guillemets. Et puis moi j'y connaissais rien aussi là-dessus, mais comme Lucie en fait j'aime la socio et peu importe le sujet en fait. Et comme tu disais, c'est 3 ans financés voilà, pour faire de la socio, donc je me suis dit aussi, je me suis pas trop posé de questions en fait. Et alors autre chose aussi, c'est par exemple moi je sais que mon sujet, donc la voiture, le passage à la voiture électrique, tout ça c'est aussi un sujet qui est un peu dans l'air du temps, et donc c'était facile d'obtenir un financement là-dessus, surtout que moi mon financement c'était un financement ANR. Donc l'ANR c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance des projets collaboratifs qui réunit, alors dans le mien c'est une quinzaine de chercheurs, et voilà, qui se retrouvent pour travailler autour d'un sujet. Le mien c'est l'automobile, et moi je suis sur un axe en particulier. Et en fait en ce moment il y a plein de travaux de thèse sur l'environnement, l'environnement en règle générale, et donc moi ça s'inscrit là-dedans, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu aussi ça a été plus facile d'obtenir un financement quoi. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode des sujets quoi. Lucie, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais... Si, je suis d'accord, et je pense que surtout de plus en plus dans le cadre où les financements sont de plus en plus des financements extérieurs et donc de financements de plus en plus privés ou des pouvoirs publics, mais qui vont orienter selon les sujets qui les intéressent et leurs préoccupations de pouvoir public. Et donc là, le verdissement des modes de transport, c'est un sujet, et moi en l'occurrence le vieillissement de la population et la prise en charge du vieillissement de la population à domicile, c'est aussi un sujet très porteur, ce qui a facilité, je pense, aussi l'obtention du financement. Je pense qu'il y a des sujets plus ou moins à la mode, peut-être aujourd'hui d'intelligence artificielle, etc. Donc je suis d'accord avec toi, il y a des sujets qui émergent, encore une fois, c'est pour ça, est-ce qu'on choisit vraiment ou est-ce qu'on est porté selon les thématiques de l'ère du temps quoi. Oui, donc par rapport au financement, comment est-ce que ça fonctionne, les financements de thèse? Est-ce qu'il y a des agences spéciales? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Comme vous venez de dire, il y en a de plus en plus qui sont privés. Donc,
Oui. Ouais, alors il y a plusieurs modalités de financement au doctorat. La plus courante, c'est ce qu'on appelle le contrat doctoral. Donc si je ne me trompe pas, c'est des financements notamment de la région. En tout cas, c'est des financements sur fonds publics auxquels les candidates de master postulent en ayant défini déjà un projet, en ayant un directrice de thèse rattaché à un labo. Donc ils présentent leur projet, ils sont auditionnés et ensuite acceptés ou pas. Donc c'est des financements qui durent 3 ans. Ils sont du coup salariés de l'université de Limoges et en même temps étudiants, parce qu'on conserve un statut étudiant. Donc il y a cette modalité-là. La modalité dont parle Orphée, donc l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est aussi des projets qui sont déposés par des chercheurs ou des chercheuses et qui incluent parfois des financements de thèses, des financements de contrats post-doctoraux. Donc là aussi, c'est fléché sur une thématique. Et puis il y a des financements donc, dont moi j'ai bénéficié. La CIFRE, c'est la Convention industrielle de formation par la recherche. Et là, c'est un financement, c'est une convention tripartite entre un laboratoire de recherche, un doctorant ou une doctorante et une institution qui va accueillir la thèse. Donc ça peut être une association, une entreprise privée lucrative ou un service public. Donc l'État paye la moitié du salaire du doctorant ou de la doctorante et l'association, l'institution prend en charge l'autre moitié. Donc là aussi, souvent, c'est un peu ce qu'on appelle une thèse en apprentissage. Enfin, c'est pas vraiment un apprentissage, mais en tout cas, on répond plus dans le cadre des CIFRE à une commande institutionnelle, quelque chose qui va intéresser vraiment, là pour le coup, les acteurs, alors que les contrats doctoraux, on est un peu plus libre de proposer n'importe quel sujet, si tant est qu'il est accepté par un directeur ou une directrice de thèse. Donc c'est essentiellement ces 3 modalités de financement. Et puis il y a beaucoup de thèses qui ne sont pas financées, parce qu'il y a très peu de contrats, de possibilités d'accéder à ces financements-là. Donc il y a aussi tout un tas de thèses qui sont non financées et qui du coup arrivent moins à terme. On sait qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Les doctorants non financés arrivent moins à soutenir et sont en plus grande précarité que ceux qui ont pu obtenir des financements. Et donc il y a de la concurrence ou pas Orphée des Sarres, vous pouvez peut-être en parler, je sais pas, de la concurrence qu'il peut y avoir dans ce financement, enfin pour trouver les financements en fait. Oui, effectivement, moi je me suis retrouvée en concurrence au moment du contrat doctoral parce que j'avais quand même postulé. Au final, j'ai retiré ma candidature parce que ça s'est fait avec l'ANR, mais j'avais quand même déposé un dossier, une candidature donc pour le contrat doctoral, et j'étais en concurrence avec Julien, donc, qui était dans ma promo en fait, et avec qui on a passé 2 ans ensemble, voilà, en master, et c'est particulier parce qu'en plus, les études en sociologie à la fac, c'est pas du tout concurrentiel. En règle générale, c'est pas comme les prépas ou les choses comme ça où on est habitué. Et du coup, c'est une concurrence un peu particulière parce qu'on est amis. Et je pense aussi à Charline. Alors, c'est un autre type de concurrence après pour les post-dataires par exemple, et à Jérémy, enfin voilà, à tout le monde. Où on est en doctorat ensemble, on travaille ensemble dans le même bureau, on est parfois amis par ailleurs à l'extérieur. Et en fait, on se retrouve en concurrence pour obtenir donc, des financements, mais aussi des postes d'ATER. Et je trouve que c'est une concurrence qui est vraiment différente de celle qu'on peut retrouver dans d'autres milieux concurrentiels, dans le sens où elle n'est pas tout à fait assumée, quoi. Elle n'est pas structurellement là. Enfin, je sais pas, c'est un truc un peu plus tacite. Je sais pas ce que tu peux dire 2 mots, toi, parce que tu l'as beaucoup ressenti avec les postes d'ATER, plus que moi, je pense. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que la concurrence pour obtenir les postes en Master 2, pour obtenir un contrat doctoral, ce n'est que le début de toute la concurrence qu'on va retrouver au cours des 3 années, enfin, de la durée du doctorat et au-delà, parce qu'on est en concurrence donc, pour avoir des financements. Mais après, il y a toujours une compétition, en tout cas, de qui a publié, pas publié, qui a plus de communication que d'autres, etc. Avoir un meilleur dossier pour espérer ensuite avoir des postes. Ensuite, il y a la concurrence pour avoir des postes, donc ça peut être des postes d'ATER. Donc ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est des postes d'enseignants-chercheurs contractuels qu'on peut faire maximum 2 ans et qui sont réservés aux personnes en dernière année de thèse qui s'apprêtent à soutenir ou qui ont soutenu leur thèse. Et donc là aussi, il y en a très peu. Donc par exemple, l'an dernier, il y avait un poste et on était plusieurs candidats, mais notamment 3 du même labo, voire même de la même promotion de master, et avec qui on s'entend très bien et avec qui on est amis, parfois même à l'extérieur. Et donc on se retrouve à être en compétition et à être à la fois content quand l'autre a le poste et en même temps déçu pour soi, ou à l'inverse, content pour soi mais déçu que ses amis l'aient pas eu. Enfin, c'est assez contrasté comme sentiment.
Et après, c'est encore plus fort pour les postes de titulaires, pour le coup, sur lesquels on est vraiment encore plus fortement en compétition, parce qu'il y en a très peu. Je crois que l'an dernier, j'ai plus en tête, mais dans la section, il y a des sections universitaires, la section de sociologie, c'est la section 19. Je crois que c'était peut-être pas l'an dernier, mais l'année d'avant, il y avait 19 postes pour toute la France, ce qui est très très faible, et d'autant plus que les postes sont en général pourvus par les personnes qui ont fait des grandes écoles ou des universités parisiennes. Donc vraiment pour les doctorants de province, il y a très très peu de possibilités de carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, ça se poursuit jusque-là. Voilà, ce sentiment assez désagréable pour ma part, en tout cas de compétition, concurrence entre amis, quoi. Et pour pallier à ces concurrences, enfin je veux dire à cette différence-là, est-ce que quand vous travaillez votre recherche, vous allez publier plus que par exemple des personnes qui sont en doctorat, par exemple sur Paris? Est-ce que vous allez devoir publier plus, faire plus de colloques, de séminaires, ou je ne sais quoi d'autre? Peut-être on peut dire un mot sur ce que revêt le doctorat, parce que c'est de la recherche, mais du coup c'est aussi tout un tas d'autres activités qu'il faut faire dans un temps court pour avoir un bon dossier, pour espérer être recruté ensuite. Donc il y a bien sûr la recherche pour laquelle on est financé, mais si on veut espérer, ou en tout cas si on veut faire carrière dans l'enseignement supérieur, enseignement supérieur c'est enseignement, donc il faut enseigner, il faut donner des cours, donc ça suppose de les préparer, de les assumer, de corriger, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est important, on n'a aucune préparation, on se retrouve à donner des cours devant des étudiants sans avoir jamais eu de formation à la pédagogie, ce qui est problématique. Donc il faut enseigner, il faut très rapidement communiquer sur ses résultats, alors même qu'on est en 2e, 3e année, on n'a pas vraiment de résultats solides, mais il faut faire des communications, donc postuler, envoyer des résumés, espérer être pris, les préparer, les faire, se déplacer. Il n'y a pas toujours du budget, c'est aussi un autre problème de l'université, de l'état de la recherche, et des moyens en tout cas alloués à la recherche. Il faut publier donc aussi ces résultats dans des revues scientifiques, alors qu'on n'a encore pas vraiment fini, et que là aussi on n'a jamais appris à écrire un article, et on est en compétition. Quand on présente un article à une revue, on est en compétition avec des gens qui sont déjà docteurs ou qui sont déjà en poste, mais on postule tous pour publier un article dans une revue, donc voilà, on n'a pas les mêmes bagages au moment où on essaye de publier. Et puis il faut participer à la vie du laboratoire, être présent au séminaire, assister au colloque. Il y a aussi un certain nombre d'heures de formation à faire durant le doctorat, auquel on est. Donc on n'a pas cours, mais on doit assister à un certain nombre d'heures de formation qu'on peut choisir dans un catalogue. Et puis organiser des événements scientifiques, etc. Et tout ça pour essayer d'avoir à la fin de la thèse un CV suffisamment solide pour espérer être recruté. Il ne suffit pas d'avoir fait, bien sûr, une bonne thèse. Il faut avoir fait aussi tout ça, avoir montré qu'on est capable de faire tout ça, qu'on a encadré des étudiants, qu'on a publié, qu'on a organisé des choses, qu'on a été élu représentant au conseil de labo. Enfin, il y a aussi toutes ces choses-là qui s'ajoutent. Et il reste finalement assez peu de temps pour faire de la recherche, ce qui est pourtant le cœur de ce pourquoi on est recruté à la base, quoi. Et vous, Orphée Dessart, du coup, vous êtes aussi... vous devez mettre en place des stratégies, on peut dire, pour communiquer sur votre recherche, mais vous devez aussi enseigner pour que ça... comme vient de le dire Lucie Chevalier, que ça embellisse un peu le CV, pour dire que vous voulez peut-être faire de l'enseignement et de la recherche. Est-ce que vous aspirez à devenir enseignante-chercheuse, ou vous voulez vous diriger plus vers la recherche ou plus vers l'enseignement? À la base, moi je voulais plus me diriger vers l'enseignement, mais j'ai eu une première expérience d'enseignement au semestre dernier, enfin l'année dernière on va dire, qui n'a pas été très... où je me suis pas sentie très bien, parce que comme l'a dit Lucie, en fait on n'a aucune formation, enfin si on a une formation de 3 jours, mais c'est très théorique, voilà, pour nous présenter l'enseignement de manière générale, mais je me suis pas du tout sentie accompagnée, encadrée, et en fait on nous met devant une classe comme ça, quoi. On doit préparer son cours seul, en fait on est seul. Le doctorat aussi c'est un grand moment de solitude, même s'il y a plein d'autres avantages, mais il y a ça, c'est vraiment difficile à vivre. Et l'enseignement, alors à la fois ça m'a plu, mais à la fois j'ai trouvé difficile de ne pas être accompagnée, d'être seule.
dans n'importe quelle autre situation de professorat, enfin d'enseignement. En tout cas, à l'école primaire, au collège et au lycée, on est formé en fait. Et on va aussi avec des professeurs aguerris voilà, en classe pour apprendre le métier. Et en fait, on part du principe que, étant donné qu'on est arrivé en doctorat, on a un niveau de, je sais pas, de connaissance suffisamment grand pour pouvoir enseigner, mais en fait, on n'a pas tout ce qui est pédagogie. Moi, je le maîtrise pas du tout. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont des prédispositions à ça. J'en fais pas partie, malheureusement. Et ça me... Enfin, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé enseigner, mais voilà, cette expérience m'a un peu cassée, quoi. Et du coup, j'aimerais qu'il y ait des formations un peu plus qui portent voilà, sur l'enseignement et qui nous accompagnent vraiment, qui encadrent, quoi. Voilà. Et comment faire pour montrer que vous avez bien rempli les missions, on peut dire les missions du doctorat, à la fois, comme vous venez de l'expliquer, en alliant recherche et enseignement. Quand c'est difficile d'enseigner, comment est-ce que vous pouvez faire pour combler ce manquement, on peut dire? Vous faites plus d'articles, plus de colloques, comment est-ce que vous pouvez faire pour justement... Alors, peut-être que Lucie pourra mieux répondre, mais moi je me dirige pas du tout vers l'enseignement supérieur actuellement parce que vu l'état actuel des choses, comme disait Lucie, les postes, on a très peu de chances d'en obtenir. Et puis il y a clairement aussi un manque de financement, pas que pour les doctorants, aussi juste pour l'enseignement public et même les services publics, ça se dégrade. Et moi j'ai pas du tout envie de travailler dans ces conditions-là. Et donc je me dirige vraiment vers totalement d'autres choses. Enfin, j'ai pas encore trop d'idées pour l'instant, mais je compte pas rester dans l'enseignement supérieur. Et donc effectivement, je cherche pas vraiment à combler, à rattraper, à blinder mon CV, même si des fois je suis un peu tiraillée. Je me dis ce serait bien quand même d'avoir un bon CV, voilà, d'avoir fait une bonne thèse, d'avoir un bon CV bien rempli sans forcément en faire trop, quoi. Mais ouais, je suis un peu tiraillée entre les deux. Et puis c'est intéressant aussi, voilà, de donner des cours, c'est intéressant. De publier, c'est des exercices, même si, comme je disais, c'est un peu... on a peu de temps pour la recherche parce qu'on est du coup très dispersé. Et puis dans le temps, c'est pas très cadré, en fait, c'est très ponctuel. Donc faut être très bien organisé. Mais moi, j'y vois aussi un épanouissement dans le travail parce que en fait, on fait plein de tâches différentes et on a plein de rôles différents. Et ça, je trouve que c'est très très enrichissant, très épanouissant. Et oui, voilà, ça évite que le travail soit trop répétitif. Enfin, j'ai l'impression que... bon, si des fois j'ai l'impression que mes journées se répètent un petit peu, mais ça dure jamais dans le temps, quoi. Je crois que je m'ennuie pas, en fait, en faisant une thèse. Je trouve que c'est assez stimulant, quoi, intellectuellement, par toutes les activités qu'on a. Sur les stratégies, hein, effectivement, ça dépend de ce qu'on envisage après, etc. Pour l'enseignement, en fait, on est beaucoup... alors, on a, je trouve, un département de sociologie qui est assez favorable aux doctorants, c'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup les cours, on les écrit pas de A à Z, on est quand même assez accompagné par les collègues. S'il y a une question, il y a toujours quelqu'un qui est là à l'écoute. C'est le système qui fait que c'est compliqué et qu'on est mis devant des étudiants parce qu'on a un niveau master et qu'on est en doctorat. Mais je trouve que du point de vue des collègues, on nous donne aussi pas forcément les plus mauvais cours. On fait attention à nous donner des cours magistraux pour que nos CV soient aussi plus valorisés. Donc ça, c'est à souligner. Après, on fait beaucoup d'entraide entre pairs, en s'appelant, en disant mais comment t'as fait, j'ai ça, j'ai un étudiant qui a telle difficulté, je sais pas comment noter, et puis pourquoi on met un 12 ou un 13, c'est quoi le barème, etc. Avec les collègues doctorants, on se pose beaucoup de questions entre nous et on s'entraîne un peu de façon plus informelle. Après, il existe des référents pédagogiques qu'on peut saisir, etc. Mais ça n'a pas toujours été pertinent pour Orphée. Moi, je les ai pas sollicités en tout cas. Et puis après, au niveau des stratégies, voilà, ça va dépendre mais globalement, il faut être bon en tout pour être qualifié, parce qu'une fois qu'on a soutenu sa thèse et qu'on est docteur, si on veut pouvoir postuler au poste d'enseignant-chercheur, il faut
demander une qualification au Conseil national des universités, au CNU, qui va évaluer si notre dossier est suffisamment bon, et ils vont regarder la qualité de la thèse, donc les rapports du jury, ils vont regarder le nombre d'heures d'enseignement, donc il faut quand même avoir enseigné suffisamment, et il faut avoir publié, ou voilà, être... donc en fait, il faut avoir un peu des billes dans tout, on peut pas se dire j'enseigne pas mais je vais publier, ou je publie pas mais j'enseigne, ça marchera pas. Comme il y a un niveau d'excellence au niveau des recrutements, il faut être bon en tout, voire être excellent en tout. Après, c'est toujours la question de se dire, est-ce qu'on s'auto-censure en se disant, bah non, en fait, c'est pas pour moi, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de travailler dans ces conditions, ou est-ce qu'on a intériorisé que de toute façon, c'est plutôt les personnes issues des grandes écoles parisiennes ou des universités parisiennes, donc on sait qu'on fera pas le poids et on n'a peut-être pas envie. Moi, je m'interroge sur est-ce que j'ai envie de faire des campagnes de recrutement pendant des années en étant au chômage et à prendre des refus systématiques, ou est-ce que il vaut mieux déjà s'orienter vers autre chose pour pas avoir à subir cette précarité et cette difficulté-là à voir les autres pris et pas soi. Enfin, en fait, je m'interroge toujours sur est-ce qu'on s'auto-censure pas non plus, ou est-ce que vraiment c'est qu'on n'a pas envie d'être enseignant-chercheur, quoi. Et justement, quels pourraient être les métiers qui pourraient découler d'un doctorat ici de sociologie ? Il y a pas mal de choses, donc bien sûr la voie, en tout cas, je sais pas si c'est statistiquement pas la voie la plus probable, puisqu'encore une fois il y a peu de postes, mais c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a aussi de la recherche, donc plutôt où on n'a pas d'enseignement, donc par exemple le CNRS, où c'est encore plus difficile d'y accéder. Après, donc il y a des métiers dans les services publics. Il y a certains collègues qui sont pas consultants, mais qui sont chargés d'études, chargés de recherche, etc., pour des collectivités territoriales, des départements, des régions, des caisses nationales. Je pense pour ma part la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est la branche qui s'occupe du financement de la dépendance en France. Donc il y a des chercheurs aussi qui sont membres de ces institutions-là. Il y en a pour l'éducation, il y en a pour la santé, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Il y a certains collègues qui s'orientent vers le consulting. Alors c'est pas le consulting de McKinsey, mais qui vont faire des évaluations, accompagner aussi des structures publiques, associatives, parfois lucratives, pour faire des évaluations, des mesures d'acceptabilité, des mesures d'impact. On en parle un peu plus aussi. Donc ça peut être une voie aussi d'orientation. Certains reviennent à l'enseignement en SES aussi, ça peut être une possibilité. Et je pense qu'il y a des choses, certains font tout autre chose aussi. En tout cas, il y a tout un tas de compétences qu'on acquiert durant le doctorat qui ne sont pas que la recherche, qui sont aussi la capacité à se focaliser sur un sujet, à rédiger des rapports extrêmement longs sur une thématique, à être précis, à faire un état de l'art, à savoir faire passer des questionnaires, des traités, des compétences statistiques pour certains, etc. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en valeur après, mais la question, ça serait plutôt, est-ce que dans les territoires plus ruraux, comme peut-être ici, est-ce qu'il y a de quoi embaucher des docteurs ? À Paris, je pense que l'insertion professionnelle se fait plus facilement qu'en province, en tout cas. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la thèse en elle-même et comment est-ce qu'elle se construit. La direction de thèse, comment on choisit en fait une direction de thèse ? Est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est plutôt des professeurs qui vont décider d'encadrer votre thèse ? Peut-être Orphée Dessart sur cette question. Oui, j'ai l'impression que ça peut être les deux cas de figure. Moi, j'ai plutôt été choisie entre guillemets. Enfin, c'était vraiment dans la continuité d'un accompagnement d'une direction du coup de master, et je pense qu'on travaillait bien ensemble avec mon directeur actuel, et on travaille toujours bien ensemble. Donc je pense qu'il y a aussi une affinité dans la manière de travailler, la manière de voir les choses. Il faut que ça se passe bien. Alors c'est pas toujours le cas, et souvent ça a des répercussions assez importantes sur les doctorants qui vont pas bien, doctorants, doctorantes. Mais on peut aussi avoir un sujet en tête et aller chercher des enseignants-chercheurs pour leur demander de nous encadrer. J'ai le cas d'une amie qui a essayé de faire ça, parce qu'elle avait un sujet en tête et elle savait sur quoi elle voulait travailler. Et elle n'a pas trouvé d'enseignant, mais elle a envoyé des mails. En fait, elle a regardé quel enseignant-chercheur travaillait sur quoi, et en fonction des sujets sur lesquels elle voulait s'orienter, elle
Elle envoie un mail et voilà, elle a des réponses. Donc il y a vraiment les deux cas de figure. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Lucie. Mais... Oui, moi, c'était aussi un peu pareil. Comme je disais, je me sentais pas légitime à être en doctorat, donc c'est plutôt parce qu'on m'a proposé que je me suis dit, bon, si on me propose, c'est que visiblement on croit un peu en mes capacités. Donc il peut y avoir les deux. Souvent, il faut quand même que... alors en tout cas, ça vaut pour tout ce qu'on dit là, vaut quand même plutôt pour les sciences humaines et sociales. Je pense que c'est différent en sciences dures. Mais en tout cas, il y a cette idée d'avoir un directeur ou directrice de thèse qui soit plus ou moins spécialiste du sujet qui va encadrer. Alors, Orphée et moi, on a des co-directions, donc on a 2 directeurs, directrices de thèse. Du coup, il peut y en avoir qu'un seul qui est un peu plus proche du sujet, et puis le deuxième un peu plus généraliste. Enfin, souvent, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En tout cas, il faut que le directeur de thèse principal soit professeur des universités ou ait obtenu l'habilitation à diriger des recherches, donc l'HDR, qui est encore une autre étape après le doctorat, pour pouvoir encadrer des thèses. Et donc il y a au moins cette... voilà, tous les maîtres de conférences à l'université ne peuvent pas encadrer de thèse, ils peuvent être co-encadrants s'il y a quelqu'un qui est titulaire de l'HDR en plus. Mais voilà, c'est la seule particularité, différence en tout cas. Et pour revenir sur l'organisation du travail, quelle place prend l'écriture de votre thèse à côté de l'enseignement qui est un peu obligé du coup, peut-être Orphée? Alors moi j'en suis pas encore à l'écriture, mais je suis plus à l'enquête, et je pense aussi que c'est des temps différents dans la thèse. Même si on écrit quand même un petit peu à côté, c'est vraiment pas ce qui me prend le plus de temps. Et je pense que c'est 2 activités bien différentes, et qui prennent une place différente aussi, parce que du coup l'enquête de terrain, il faut aller sur le terrain. Donc ça s'organise dans le temps. Il me semble plus contraignant que l'écriture, où l'écriture, on est chez soi ou au bureau, voilà, on peut écrire un peu de partout où on est, alors que l'enquête est un peu plus contraignante. Et donc tu posais la question de l'organisation avec les cours, par exemple. L'organisation, comment est-ce que on peut... quelle part a l'enquête dans, toutes vos, dans toutes vos fonctions, en fait? Ok. Normalement, c'est censé être la chose la plus importante, qui doit prendre le plus de volume. Et je pense quand même que c'est ce qui prend le plus de temps dans toutes les missions qu'on a, mais c'est grignoté un peu par l'enseignement, parce que l'enseignement, il faut pas se dire, par exemple, je donne, je sais pas moi, 6 heures de cours cette semaine, je prépare 6 heures de cours cette semaine, et ensuite je corrige aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de corrections, surtout en sciences, en sciences humaines et sociales. C'est beaucoup de textes à corriger, à relire, donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est tout ce que l'enseignement, voilà, c'est pas juste on enseigne pendant 2 heures, on donne un cours pendant 2 heures, il faut le préparer avant, il faut corriger après. Et ensuite, c'est pour les autres activités. Alors les publications, les communications, c'est de la côté, mais qui est peut-être un peu plus intégré au travail d'enquête, de thèse et d'écriture, parce que ça nous permet aussi des fois de mettre à plat les choses et de se dire, là j'analyse ces données-là, et souvent en plus on le réintègre dans la thèse. Alors bien sûr il y a des modifications, mais c'est quand même du travail qui est utile pour la thèse. Et ensuite il y a tout ce qui est organisation, investissement dans la vie du laboratoire, organisation d'événements, de colloques, de séminaires, de choses comme ça. Ça c'est un peu plus détaché du travail d'écriture, du travail d'enquête, mais je trouve que c'est quand même des compétences qui sont intéressantes à avoir. Moi j'aime bien le fait d'apprendre à comment on organise un séminaire, par exemple. Moi j'avais organisé les journées d'études, j'avais aidé, je sais pas toute seule, mais on a des journées d'études, c'est 1 fois par an pour les Master 2, avec Tours et Limoges et Poitiers. Et donc c'est à chaque fois aux étudiants qui accueillent la journée d'études d'organiser. Du coup on avait tous participé à ça, et j'avais trouvé ça très intéressant. Et je ne l'ai pas encore fait dans le cadre de la thèse, j'ai pas du tout pris de responsabilité encore, mais c'est des choses que je trouve intéressantes et qui vont prendre du temps, mais plus sur un temps assez condensé. Donc on se dit, là, je sais pas, ce mois-ci je sais que je vais avoir ça à organiser, et donc ce sera un peu plus compliqué, le travail d'enquête ou d'écriture. Mais voilà, je sais pas ce que tu penses.
que tu En fait, globalement, toutes ces activités, elles nourrissent aussi la recherche. C'est-à-dire que, alors même si parfois on fait des TD, on donne des cours qui sont pas forcément sur notre sujet de thèse, mais globalement, on a la latitude de choisir les textes qu'on peut faire lire aux étudiants, etc. Donc l'idée, c'est d'être un peu stratégique aussi, de faire lire des choses qu'on connaît, ou qu'on maîtrise, ou qu'on a envie de maîtriser davantage. Il y a des cours, je pense au cours de SES, où on va en profondeur dans des textes, et du coup c'est hyper intéressant, parce que parfois ça va aider aussi ce qu'on va faire dans la recherche. Le fait d'assister à des colloques ou d'organiser des événements scientifiques, tu l'as dit, en tout cas quand on écrit, quand on publie, quand on communique, ça nous fait revenir, nous poser sur nos matériaux et les traiter. Mais moi j'ai trouvé qu'à tous les colloques auxquels j'ai assisté, même quand ça n'avait rien à voir, quand ça concernait le sport, la sexualité, des choses qui sont très éloignées de mes travaux, il y avait toujours quelque chose qui venait me nourrir quand même, et qui venait appuyer ma recherche, soit parce que la méthodo ça m'intéressait, soit parce qu'il y avait quand même des ponts à faire, même quand ça paraît éloigné. Donc en fait, même si c'est des activités annexes, c'est rarement complètement décorrélé de notre recherche. Donc ça vient quand même toujours un peu en complément, mais ça prend un certain temps, quoi. Et donc le laboratoire est quand même très présent, le laboratoire de recherche. Comment est-ce que vous investissez cet espace intellectuel? Comment est-ce que ça s'investit en fait, le laboratoire? Oui, okay. Si vous voulez. Et ben, on a des séminaires à organiser, il faut y assister, être présent, et aussi il y a des responsabilités responsables des doctorants. Responsabilité institutionnelle. Oui, responsabilité institutionnelle, mais je sais plus ce que c'est être membre délégué, quoi. Enfin, tu sais, des doctorants, représentant des doctorants, pardon. Oui, il y a ça, et donc même entre doctorants, on s'organise des séminaires entre nous. Donc voilà, il faut organiser ça tout au long de l'année. Et je sais pas si tu veux rajouter des choses par rapport au laboratoire. Ouais, en tout cas, le laboratoire vit aussi de l'investissement de ses membres, donc à la fois il peut rien se passer comme il peut y avoir pas mal de choses. On a de la chance d'avoir une direction de labo Poitiers-Limoges qui propose pas mal de choses et qui est assez active, donc on a tout un tas de séminaires auxquels tu l'as dit, on assiste, et on peut aussi nous-mêmes proposer des choses. On a des chantiers de recherche où on peut proposer une question, une idée, ou tester une communication devant ses collègues. Et puis on l'a aussi pas mal investi entre doctorants, pour, tu l'as dit, organiser des choses entre doctorants sans les titulaires, parce que le regard est aussi pas le même, et c'est parfois un peu plus agréable d'être entre doctorants, on se sentir un peu moins jugé, ou on ose plus évoquer des difficultés. Donc il y a aussi tout ça. Et voilà, ça dépend des laboratoires de recherche. En tout cas, quand moi je suis arrivée il y a 6 ans, il y avait très peu de choses, mais aussi très peu de doctorants. Donc voilà, il y avait assez peu de vie du laboratoire, et c'est compliqué aussi de fonctionner en bicite, puisqu'on est donc avec les collègues de Poitiers, donc il faut aussi arriver à se voir, à se réunir, et c'est pas toujours simple non plus, parce que là aussi les budgets sont contraints pour se déplacer. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on en fait, mais je trouve qu'au niveau du Gresco, on a une bonne... on parle essentiellement du Gresco, on est co-rattaché, on l'a dit tout à l'heure, à d'autres laboratoires, mais qui sont loin, et donc en tout cas moi pour ma part, je suis plus investie au sein du Gresco qu'au sein du Lest, où j'ai pu y aller que 3 fois à Marseille en 6 ans, quoi. Ouais. Et justement, vous parliez de pouvoir parler de difficultés avec d'autres doctorants. Est-ce que vous avez des cours ou des formations qui sont mises en place pour vous aider tout au long de votre thèse pour l'écrire? Peut-être Lucie Chevalier. Il y a un certain nombre de formations. Alors, à l'écriture de la thèse, ça va être plutôt des ressources, par exemple l'utilisation de logiciels comme Zotero pour la bibliographie, des conseils plutôt d'écriture, mais formels, en tout cas pas sur le fond, ça c'est autre chose. Mais il y a tout un tas de formations là-dessus. Il y a quelques formations un peu de gestion du stress, etc. Bon, qu'on regarde d'un point de vue un peu critique en sociologie, on n'y a pas forcément assisté non plus, mais voilà, il y a une pression de toute façon, donc on peut apprendre à gérer son stress, mais on ne remet pas en question les conditions de réalisation du doctorat quand on participe à ça. Et l'écriture de la thèse, en fait, c'est un peu comme l'écriture d'un article ou une communication, c'est qu'on n'apprend pas, enfin, on apprend en le faisant. On n'a pas de formation pour savoir comment écrire une thèse. Il y a, je crois pas, beaucoup de manuels qui apprennent à comment écrire une thèse en sociologie. En tout cas, c'est aussi propre aux directeurs et directrices de thèse. Donc,
on essaye de lire un peu des thèses pour voir comment les autres ont fait, de se dire il paraît qu'une telle a eu des très bons rapports de jury, donc on va plutôt se pencher sur la thèse de telle ou telle personne. Mais c'est assez un exercice d'humilité parce qu'on arrive en doctorat où on est un peu l'élite, entre guillemets, la petite élite scientifique, et en fait on réapprend de zéro des choses qu'on n'a pas appris du tout en master ou en licence, à savoir écrire un article, écrire une thèse, et se sentir parfois complètement néophyte de ces questions-là, et de pas du tout savoir par où commencer, comment il faut faire, et en ayant peu d'accompagnement à cette écriture de la thèse. C'est vraiment un exercice assez particulier. Certes, on écrit tout au long de la thèse, parce qu'on écrit des communications, des publications, on écrit dans nos carnets de recherche, on fait des points d'étape, etc. Mais l'écriture de la thèse et la démonstration de la preuve, c'est encore autre chose qu'on n'apprend pas et qui se fait, pour ma part, dans la douleur, quoi. Oui, si je peux juste rebondir, je suis d'accord. Pour moi aussi, des fois, c'est dans la douleur, mais j'aime le fait d'apprendre des nouvelles choses. Et justement, ça, j'ai un peu peur que ça me manque une fois que on rentrera sur le marché du travail. Enfin, pour ma part, vu que je ne me destine pas à rester dans l'enseignement supérieur, c'est vrai que moi, j'apprécie justement ce truc d'aller lire des thèses, d'aller chercher comment on fait, qu'il y a différentes manières de faire aussi en fonction de la thèse qu'on va écrire, parce que en fonction des sujets, de la méthodologie, ce ne sera pas tout à fait les mêmes normes, quoi. Et du coup, moi j'aime bien cet exercice, même si des fois il est douloureux, je suis d'accord. Même moi, des fois, je me sens pas bien et pas accompagnée. Mais j'aime bien quand même ce petit travail de recherche et d'apprentissage, et de me retrouver, comme tu disais, néophyte, et voilà, faut réapprendre, et je trouve ça très stimulant en fait. Et justement, avant de parler de la douleur que procure la thèse, juste revenir sur comment est-ce que ça se passe, le travail avec des encadrants et encadrantes de thèse. Comment est-ce que se construit une relation intellectuelle avec d'autres chercheurs autour de votre thématique de recherche? Peut-être Lucie Chevalier d'abord. Je pense que donc il y a plein d'expériences différentes, il y a des modalités de suivi différentes aussi. Nous, en début de thèse, on se voyait à peu près une fois tous les 3 mois avec mon directeur, ma directrice et moi, toujours ensemble, avec une partie en visio puisque ma directrice est à Marseille. Donc avec un suivi d'étapes. Alors moi j'ai commencé tout de suite sur le terrain parce que j'ai suivi un programme de formation, et quand je suis arrivée au tout début de la thèse, le programme était déjà commencé, donc j'ai pas fait 6 mois d'état de l'art, de réflexion, etc. Je suis partie tout de suite faire de l'observation et des entretiens. Donc on se voyait à peu près sur des points d'étape comme ça, avec des réflexions, des petits rendus un peu intermédiaires, d'écrits, d'éléments de cet ordre-là. Ils ont, pour ma part, été toujours très disponibles à la demande. J'ai une communication que je voudrais leur faire relire, etc. Donc avec cette possibilité de les saisir aussi quand j'avais besoin, l'un ou l'autre, selon leur disponibilité. Et puis après, c'est une relation qui est particulière parce qu'on est à la fois un peu considérés comme des collègues, en même temps, comme on disait tout à l'heure, on reste étudiant, et puis on reste néophyte, on est des nouveaux, des jeunes chercheurs, donc on apprend. Donc il y a aussi une relation de hiérarchie aussi, parce que le directeur ou la directrice de thèse est aussi le directeur plus ou moins hiérarchique, en tout cas, c'est lui qui va valider aussi la possibilité de soutenir, etc. Donc il peut y avoir aussi une tension, entre guillemets, mais qui est relative à tout contrat de travail, entre guillemets, où il y a une hiérarchie. Et puis après, il y a plus ou moins de proximité. On peut se tutoyer, se vous voyez. Moi, je tutoie ma directrice de thèse et elle me tutoie, mais je vous vois mon directeur et il me vous voit. Donc voilà, il y a des variations un peu comme ça, mais il y a certains doctorants qui voient leur directeur ou directrice toutes les semaines ou une fois par an, certains qui sont très peu encadrés et qui sont assez seuls dans leur travail de recherche. Donc ça dépend un peu de manière générale. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Mon expérience, elle est très proche de celle de Lucie, du coup, parce qu'on a le même directeur, le même encadrant de thèse, et ensuite on a donc des co-directrices différentes. Mais pareil, je vous vois mon directeur et je tutoie ma directrice. Et pareil, on a des rendez-vous alors en visio avec ma directrice, avec ma co-directrice puisqu'elle est à Paris, et en présentiel avec mon directeur. Et c'est à peu près...
ça dépend, ça peut être une fois par mois ou une fois effectivement toutes les 3 mois. Et je pense, enfin je l'ai dit un peu au début, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un petit peu la même vision des choses, la même façon de travailler, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine affinité avec nos directeurs, parce que sinon ça peut être difficile, douloureux, et des fois on peut se retrouver dans des impasses où on n'a pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes façons de faire, et donc ça peut pas se passer, quoi. Et ça s'est déjà vu, et c'est possible d'avoir un changement de direction de thèse, en cours de thèse, et c'est pas grave. Et voilà, c'est pas, justement, il faut bien s'entendre, et je pense qu'il faut pas s'acharner. Si ça fonctionne pas, si on s'entend pas, et ben on change de directeur, et ça se fait très bien, quoi. Voilà. Ok, merci. Et justement, comment est-ce que, parce que nous, j'ai déjà eu des professeurs qui nous disaient qu'il fallait absolument bien choisir son sujet de thèse, ça va nous suivre pendant longtemps et qu'on va travailler des nuits entières dessus. Donc comment est-ce qu'on peut concilier sa vie privée avec sa vie de thésard, quoi. Peut-être Lucie Chevalier. Ouais, là aussi, je pense qu'il y a différentes façons de le voir, mais moi, je pense que d'avoir eu une expérience professionnelle avant, quand je suis arrivée en thèse, et d'autant plus en thèse CIFRE, donc ça veut dire que j'avais un bureau dans un institut à part, avec des collègues, avec des horaires de travail de 9h à 18h, des congés, etc. Du coup, je l'ai un peu vu comme un travail classique. Je fais de la recherche de 9h à 18h, et le week-end, je travaille pas, et les vacances, je travaille pas. Alors c'est valable un temps, parce qu'en fait, comme c'est une production intellectuelle, on est quand même constamment en train d'y penser, d'y réfléchir. On écoute une émission, on se dit ah oui tiens, ça me fait penser à ça, je prends une note. Bon, je pense que nos téléphones portables sont remplis de notes et de prises de choses qui témoignent que voilà, c'est pas de 9h à 18h et puis après on arrête. Donc en tout cas, je l'ai quand même essayé de le penser comme ça, et de me dire il y a des jours où il faut couper aussi et où c'est important. Et donc ça préserve un peu la vie personnelle. Là où ça vient l'impacter davantage, c'est peut-être sur la fin ou sur certaines périodes. Si on est, moi j'ai fait mon terrain donc à Limoges, et je me suis déplacée ponctuellement pour des observations, mais je suis pas partie 6 mois sur un terrain éloigné de mes proches, donc j'ai pas été trop impactée par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a des phases sur lesquelles on peut être pris plus par le terrain, par l'écriture, par des déplacements et ce genre de choses. Là où ça va venir l'impacter, ça va être parfois de l'incompréhension des proches, des fois des familles qui peuvent se demander ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi ça prend tant de temps, voilà, et pas toujours bien comprendre selon les familles et les classes sociales dans lesquelles on est issu, ce qu'on peut faire au quotidien. Et puis un point pour les femmes plus spécifiquement, c'est que le doctorat il arrive aussi entre 25 et 35 ans à peu près, qui est la période où on pourrait avoir des enfants, où on est fertile entre guillemets, et du coup il y a une incitation en plus des pouvoirs publics à avoir des enfants, et du coup ça vient aussi pas mal percuter la possibilité d'avoir des enfants. C'est plutôt pas forcément une idée j'allais dire judicieuse, c'est jugeant, mais d'avoir des enfants en doctorat, ça paraît compliqué vu tout ce qu'il y a en plus à faire. Donc beaucoup de doctorantes repoussent l'entrée dans la maternité à la fin du doctorat, mais qui parfois se décalent elles-mêmes, etc., qui me mettent à mal les chances de fertilité parce qu'on entre plus tard, et puis si on attend d'avoir un poste et d'avoir etc., donc ça peut devenir aussi compliqué. Et puis parfois il peut y avoir moi c'était pas mon cas, et heureusement pour moi, mais j'ai pu en tant qu'assistante sociale, en étant en CDI avant, acheter une maison avant, me poser avant, être en couple avant, etc., et donc du coup j'ai pas ressenti trop ça, mais certaines doctorantes peuvent ressentir parfois l'idée que leurs amis, leurs proches, eux, se sont insérés dans le marché du travail, se sont posés, ont pu acheter des maisons, des appartements, etc. Et eux ou elles être en retard, entre guillemets, parce que la thèse n'est toujours pas finie, parce qu'on est encore étudiant, on n'est pas encore vraiment reconnu comme professionnel, etc. Donc il peut y avoir un effet sur la vie personnelle à ce titre-là, quoi. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Oui, moi j'aimerais ajouter des choses qui concernent mon enquête, parce que comme on dit, on n'est pas du tout au même stade, mais moi aussi je travaille sur des publics assez précaires, et donc des personnes avec qui je fais des entretiens au téléphone, parce que en fait mon terrain c'est un peu toute la France. Du coup des fois je vais rencontrer les personnes, je me déplace, mais c'est pas toujours possible, et donc je fais beaucoup d'entretiens téléphoniques.
Et du coup, je me rends disponible pour ces personnes-là qui sont dans des situations souvent très compliquées. Et donc, je leur dis de me donner, eux, leur disponibilité et j'essaye de moi m'adapter. Et je pars du principe que si j'ai rien à faire à ce moment-là, je suis disponible. Mais du coup, ça peut être un dimanche soir, un dimanche après-midi, ça peut être même un soir dans la semaine à 19h, 20h. J'accepte parce qu'en soi, j'ai rien à faire. Après, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Et autre chose aussi, la limite entre la sphère professionnelle et privée, c'est que des fois, les récits de vie des gens que j'enquête, que j'interroge me touchent vraiment énormément. Enfin, des fois, je pleure parce que c'est vraiment difficile d'entendre ces vies traumatisées, impactées, violentées et de rien pouvoir faire. En fait, moi, je les interroge, je leur pose plein de questions sur leur vie et ensuite, on se parle plus jamais. Et c'est un peu difficile d'être impuissant comme ça face à ces gens et j'ai l'impression un peu de profiter d'eux et c'est des sujets dont on parle beaucoup entre nous sur la rémunération potentielle des enquêtés. En fait, s'ils fournissent quelque chose, une forme de travail, de récit de soi et donc est-ce qu'on les rémunère ou pas, comment voilà, cet échange des fois il n'est pas très clair et du coup moi c'est quelque chose qui qui m'affecte beaucoup dans mon travail de thèse. Et est-ce que vous pouvez être suivi psychologiquement par le laboratoire? Est-ce qu'ils mettent en place des professionnels de santé mentale pour vous aider à suivre l'évolution de votre thèse en fait? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, Lucie, toi, ce que tu en penses. Après, il y a un service de santé à l'université qui est à destination de tous les étudiants et je pense aussi des personnels. Donc, on peut faire appel à ce service de santé puisqu'il y a à peu près tous les corps de métiers de médecine, quoi, dont des psys, psychiatres et psychologues, je pense. Je suis pas sûre. Bon, faudrait vérifier, mais non. Après, sinon, c'est par nos propres moyens qu'on doit justement se faire suivre, quoi. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, effectivement, c'est pas en tout cas pris en charge par le labo qui n'a pas les moyens, mais qui peut-être aussi s'en préoccupe qu'à la marge. Je pense qu'il y a une conscience que c'est difficile, que les doctorants vont pas toujours bien. Il y a des phases où effectivement on se dit tous que personne ne va très bien en ce moment, mais alors est-ce que c'est propre aux doctorants, est-ce que c'est propre aux étudiants, est-ce que c'est propre aux jeunes entre guillemets ou à la précarité, enfin voilà, à quoi c'est dû. Mais le plus souvent c'est nos propres ressources d'aller voir un ou une psychologue et de le financer par nos propres moyens. C'est quelque chose qui je pense mériterait à être davantage discuté collectivement aussi. La santé des doctorants, on est plusieurs à avoir fait des burn-out, à avoir voulu arrêter à un moment ou à un autre, voulu faire autre chose et tout plaquer parce que deux fois se demander pourquoi tant de sacrifices entre guillemets pour au final pas avoir de poste à la fin. Enfin, il y a des moments de doute importants. Je pense que c'est aussi lié à la recherche en elle-même. Douter, c'est le principe de base de la recherche. Il faut qu'on doute de la parole de nos enquêtés, de nos propres représentations du monde, de ce que le terrain nous montre, etc. Et on en vient, en tout cas pour ma part, parfois à douter de nous-mêmes aussi, de nos capacités, de se sentir pas ajusté, un syndrome de l'imposteur très présent chez les doctorants et les doctorants, de se dire en fait on nous a choisis pour faire une thèse, mais en fait on n'a pas les dispositions pour le faire et les capacités, et puis des directeurs et directrices de thèse vont finir par s'en rendre compte et on fait illusion, mais en fait ça va pas tenir. Enfin, il y a beaucoup ça. Et je trouve que c'est problématique qu'on n'en parle pas davantage au niveau institutionnel quand même et qu'on soit renvoyé à de l'écoute entre nous, aller échanger entre nous, se soutenir entre nous quand c'est difficile et qu'il n'y ait pas plus. Alors peut-être qu'il n'y aurait pas de réponse institutionnelle, encore une fois il n'y a pas les moyens, mais je déplore que ça soit parfois un peu renvoyé à des difficultés personnelles. Voilà, ça va être un doctorant est fragile et pas interroger les conditions de la pression de tout ce qui est demandé. En le renvoyant aux dispositions personnelles des étudiants et étudiantes. Et je peux rajouter quelque chose sur la santé mentale aussi, c'est un sujet qui est émergent. Avant, on n'en parlait pas. Je pense que c'est aussi à inscrire dans un contexte un peu plus global et général de tabou en fait sur la santé mentale qui a eu pendant très très longtemps. Et que là, on commence à en parler. Mais moi, je sens qu'au niveau du labo, des directeurs, c'est tabou en fait aussi de parler de ça. Et je voulais rebondir sur autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Mais justement, vous parlez de manque de moyens dans l'enseignement supérieur. Et,
quels sont les moyens que l'enseignement supérieur vous donne financièrement en fait pour vivre pendant que vous écrivez votre thèse et que vous travaillez dessus, par exemple. Les moyens donc financiers? Oui, surtout parce que vous êtes financé. Oui. Donc, Alors, en fait, on reçoit un salaire comme un salarié. Enfin, je sais pas si on peut le dire. Moi, ça me dérange pas de donner ma rémunération. Oui, C'est pas, on a le droit d'en parler. Donc, moi, je suis payée 1 900 € net par mois. Donc, c'est vraiment ce qui tombe dans ma poche. Donc, on est quand même plutôt relativement bien payé. Après, si on met ça au regard de notre niveau de diplôme, je trouve pas qu'on soit bien payé, mais ça permet complètement de vivre correctement, convenablement. Après, comme disait Lucie, par exemple, si on veut acheter une maison, là, ça devient un peu plus compliqué au niveau des crédits, surtout si on a été étudiant avant. Enfin, moi, je parle de mon cas actuel, c'est que moi, j'ai fait un crédit pendant mes études, en plus d'avoir des jobs étudiants, vraiment pour subvenir à mes besoins. Et du coup, je peux pas faire de crédit si je... C'est pas le cas, je veux pas acheter de maison. Mais je me dis que si je voulais acheter une maison, je pourrais pas, en fait. Donc, effectivement, c'est suffisant pour vivre, mais je trouve qu'en mettant au regard de notre niveau de diplôme, c'est insuffisant. Et autre chose aussi, c'est par exemple pour nos déplacements professionnels, c'est pris en charge par le laboratoire ou notre financement. Moi, j'ai 2 sources en tout cas d'argent pour mes déplacements professionnels. Je peux demander au laboratoire de me le financer, ou alors j'ai ce qu'on appelle, en plus de mon salaire de 1 900 € chaque mois, j'ai une enveloppe pour mes déplacements professionnels. Je crois qu'il est à hauteur de 2 000 € si je me trompe pas, qui est financée par l'ANR aussi. Et donc dans laquelle je peux piocher. Alors il faut faire la demande bien évidemment, il faut tout justifier, mais voilà, tout est pris en charge, le transport, l'hébergement et les repas, quoi. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter. Oui, en fait, donc, quand on a la chance d'avoir eu un financement, c'est uniquement pour 3 ans, puisque l'État considère que c'est la durée dans laquelle on doit faire le terrain et le restituer, l'écrire et soutenir, ce qui n'est pas la réalité, puisque les thèses, en tout cas en sciences humaines et sociales, dépassent largement les 3 ans. Donc ensuite, il faut trouver soit du chômage, soit des postes d'ATER, soit des petits jobs à côté. Donc il y a en tout cas une forme de précarité jusqu'à aller à la soutenance. Et puis encore une fois, c'est pas parce qu'on a soutenu qu'on a du boulot tout de suite le lendemain derrière. Donc il y a cette difficulté-là. Il y a donc, comme Orphée, moi en chiffres, j'avais négocié une petite enveloppe de 2 000 € sur l'ensemble des 3 ans pour des déplacements, des achats de livres, etc. Et ça a été largement utilisé. C'est pas énorme. Et puis après, les laboratoires ont très très peu de moyens. Pour le Gresco, on a vraiment un budget qui est ridicule, vraiment infime, vu le nombre de personnes et de doctorants, enfin de titulaires et de doctorants. Donc on ne peut pas financer tous les déplacements, loin de là. Donc les 3/4 des étudiants et des doctorants financent leurs déplacements sur leurs fonds propres, enfin en tout cas sur leur salaire s'ils en ont un. Donc les déplacements, les achats de matériel, de café, de restaurant, quand il faut se déplacer, dormir à l'hôtel, etc. Donc ça couvre vraiment pas. On peut faire une demande au laboratoire, mais si demain tous les chercheurs membres du laboratoire demandaient à être remboursés de leurs frais de déplacement pour mener les enquêtes, le budget est complètement utilisé en quelques semaines. Donc en fait c'est très à la marge, et donc on trouve d'autres stratégies pour se déplacer, mais globalement on a très peu de moyens, et le laboratoire a très peu de moyens pour réellement rembourser les déplacements, le temps passé sur le terrain, quoi. Et les salaires effectivement varient aussi. Pour le coup, moi en tant qu'ATER, je gagne moins qu'Orphée, et moi je suis à 1 730 €. Alors c'est correct pour des villes comme Limoges. Mais on serait à Paris ou on serait dans d'autres situations. Je trouve que vu rapporté au niveau d'études, on est quand même pas très bien rémunéré, quoi. Oui, et je voulais rebondir sur quelque chose. Non, j'ai encore oublié en fait. Il faudrait que je note parce que j'oublie à chaque fois. Mais justement, est-ce que ça oblige le laboratoire à faire des choix dans les déplacements, dans les communications qui peuvent en fait aussi desservir votre recherche à vous? Peut-être Lucie. Oui, bien sûr qu'il y a des choix qui s'opèrent. Je trouve qu'il y a une grande volonté de justice au sein du Gresco de financer en priorité les doctorants.
En tout cas, tous les 2 ans, il y a le congrès, donc tous les 2 ans, il y a le congrès de l'Association française de sociologie, auquel les doctorants sont très invités à communiquer. C'est un peu l'étape, il faut y être allé au moins une fois. Donc ça, on a un directeur de labo qui a toujours encouragé à ce que les déplacements pour l'AFS soient systématiquement pris en charge. Il y a aussi, on l'a pas dit, l'école doctorale qui peut aussi, donc qui est une autre institution qui encadre les thèses, qui peut financer une petite partie aussi, mais sur des communications dans des colloques à envergure internationale. Donc voilà, pas pour des déplacements de terrain et pas pour des colloques de dimension nationale. Donc il y a en tout cas une volonté, je trouve, de soutenir quand même les plus précaires. Et puis après, chacun s'auto-censure ou s'auto-gère, je ne sais pas comment le dire, mais il faut aller chercher aussi des sources de financement extérieures. Mais je trouve que les collègues laissent en général la part. Quand les doctorants demandent des choses, ça passe quand même avant les titulaires, qui, je pense, s'auto-censurent un peu pour pas trop en demander au labo et qui ont conscience que les ressources sont maigres et donc il faut les partager pour tout le monde. On a une petite enveloppe aussi personnelle donc de la part du labo, pas tous les ans, ça dépend de ce qu'il y a à financer, mais qui a dû monter peut-être à 100 € par personne. On peut acheter 2 ou 3 livres dans l'année, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc ça va pas très très loin, mais ça a le mérite d'exister malgré tout. Mais je trouve qu'il y a donc il y a sans doute des choix qui s'opèrent de qu'est-ce qu'on va plutôt financer et plutôt financer des déplacements pour aller communiquer que des déplacements pour faire du terrain. Mais quand il reste un peu, on a cette possibilité-là quand même. Oui. Pardon, pour les déplacements sur le terrain, je voulais rajouter quelque chose aussi. Parce que moi, du coup, ça m'arrive souvent de me déplacer par mes propres moyens et du coup de ne pas être remboursée de mes déplacements parce que, encore une fois, j'ai un public précaire, mais je pense que ça peut... d'autres enquêtes peuvent être concernées par ça, mais des fois les personnes me disent oui au dernier moment et en fait c'est tellement lourd administrativement de faire une demande de déplacement professionnel que j'ai pas le temps et en plus le personnel administratif qui s'occupe de ça est aussi surchargé de travail et il faut faire les demandes un minimum en avance, et ce qui est totalement compréhensible, mais le fait que ce soit très lourd, qu'il faut fournir beaucoup de justificatifs, en fait moi souvent j'y vais par mes propres moyens parce que le terrain c'est dynamique, quoi. Enfin voilà, des fois j'ai des réponses un peu au dernier moment. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Donc est-ce qu'il y a des laboratoires qui sont plus financés que d'autres? Est-ce qu'il y a des hiérarchisations dans les laboratoires et aussi dans les financements pour les doctorants et doctorantes? Est-ce qu'il y a des hiérarchies qui sont faites? Est-ce que par exemple les gens de Paris vont être plus financés que ceux en province? Alors, à ma connaissance, non. Le montant de la rémunération pour les contrats doctoraux, etc., c'est fixé par l'État. Donc, je pense qu'un doctorant à Paris est rémunéré pareil qu'un doctorant à Limoges. Pour les chiffres, c'est différent, parce que là, il y a un plancher du coup minimum, mais ensuite l'institution peut rémunérer davantage les doctorants. Donc j'étais plus rémunérée quand j'étais en CIFRE que ici maintenant à l'université, donc ça dépend aussi de ces arbitrages là. Après, certains laboratoires ont plus de ressources. Là je vais avoir plus de mal à je maîtrise un peu moins. Si je me trompe pas, ça dépend beaucoup des évaluations qui sont faites au niveau de l'État sur les laboratoires. Les laboratoires sont évalués sur le nombre de thèses soutenues, le nombre de publications, le nombre de projets internationaux, nationaux qui ont été obtenus. Voilà un peu la productivité des laboratoires, le nombre de personnes aussi. Je pense qu'il y a des calculs un peu comme ça. J'imagine qu'il y a des dotations par institut, par université, donc ça dépend. Je pense qu'il y a des calculs un peu complexes. Et évidemment, il y a des grands laboratoires beaucoup plus financés que d'autres. Encore une fois, rien de comparable avec des laboratoires de sciences dures où c'est encore différent. Mais je pense que globalement, l'état de la recherche en France est régulièrement décrié par les chercheurs comme étant justement assez faiblement doté de ressources. Mais je pense qu'il y a des différences aussi selon les laboratoires, mais je ne saurais pas en dire beaucoup plus que ça. Et pour finir, on a compris qu'il y avait beaucoup de précarité dans le temps doctoral, dans le temps de la thèse. Est-ce qu'il y a des dispositions nécessaires en fait pour réussir sa thèse et qui sont favorables à la réussite de la thèse? Moi, la première qui me vient en tête, parce que je sais pas si j'en suis vraiment dotée ou pas au final, mais c'est une disposition ascétique au travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment
réussir à se mettre au travail en autonomie, s'auto-contraindre, et je trouve que ça c'est une disposition qu'il faut avoir pour la thèse. Alors il y a une différence parce que j'ai des amis qui sont en doctorat mais en sciences physiques, donc au laboratoire scientifique, et c'est totalement différent puisque eux ils ont vraiment des horaires de bureau, comme disait Lucie quand tu étais en cifre, en contrat cifre. Voilà, on fait du 9h, midi, 14h, 17h, ils sont obligés sur ces horaires-là d'être à leur bureau. Et il y a une surveillance, quoi. Enfin, en fait, alors que nous, en tout cas ici à Limoges, à la fac de lettres, et c'est à moitié un reproche parce que c'est aussi agréable d'avoir cette autonomie. Et par exemple, si on est plus du matin, si on est plus efficace, travailler très tôt le matin, très tôt le soir, voilà, et puis on peut travailler depuis n'importe quel endroit, donc c'est aussi une liberté, mais l'inconvénient c'est que voilà, il faut être très organisé, et il faut arriver à se dire ce matin je me lève et puis je me mets au travail, quoi. Alors on a la chance aussi d'avoir la chance, ça devrait être normal mais c'est pas toujours le cas, d'avoir des bureaux à disposition, donc on a des clés et voilà, on a notre propre bureau qu'on partage entre doctorants, donc ça c'est quand même un vrai plus pour justement arriver à s'y mettre, notamment quand on fait du travail d'écriture ou d'analyse, quand on n'est pas sur le terrain, et voilà, avoir un rythme bien cadré sur la semaine, voilà. On est sociologue, donc il y a forcément des dispositions personnelles, mais on sait que d'avoir une socialisation, des parents qui ont fait des thèses ou qui sont dans ces métiers-là, on sait qu'il va y avoir des conditions matérielles aussi qui vont favoriser d'être plus ou moins établi avant ou pas. Il y a des choses qui sont au-delà des capacités entre guillemets personnelles ou des dispositions personnelles. Mais je rajouterais aussi tu l'as dit, mais l'abnégation, la capacité à résister, quoi, aussi à tenir dans la durée, parce que c'est un travail qui est long et dont on voit pas toujours la fin, donc il faut aussi avoir cette capacité à s'accrocher même quand on n'en voit pas le bout, même quand c'est difficile. Et puis un peu parfois une disposition au sacrifice, de dire encore une fois on fait tout ça pour à la fin arriver à avoir un titre qui est honorable et à être fier de ce qu'on a fait, mais pour pas une insertion professionnelle qui sera extrêmement mirobolante. On ne gagnera pas 4 000 € le lendemain à la fin du doctorat. Il y a la précarité qui peut s'allonger, etc. Donc il y a un peu cette capacité aussi à poursuivre malgré tout. Et puis tu l'as dit, de l'autonomie, se mettre au travail seul, être capable de faire plein de tâches en même temps, on l'a dit largement depuis tout à l'heure. Donc il y a toutes ces dispositions-là, en plus, encore une fois, de celles matérielles et concrètes et acquises antérieurement aussi par la socialisation première et secondaire, quoi. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter sur le doctorat ? Non, pas spécialement. Non, je pense que ça vient aussi, on n'en a pas parlé, moi j'ai eu aussi beaucoup de questionnements politiques en fait aussi, de à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, tu l'as dit, sur le temps qu'on prend aux enquêtés, qu'on rémunère, qu'on considère comme des objets, de plus en plus c'est un peu décrié aussi, ou en tout cas mis en réflexion. Le rapport politique qu'on a à son terrain, moi ça a été compliqué et en même temps passionnant de déconstruire mes propres représentations, d'essayer de mettre de l'eau dans mon vin tout en restant critique. Prendre parfois du recul sur ses propres pratiques, je trouve que c'est une dimension aussi qui est importante. Ça reste, on n'en parle pas du même point de vue l'une et l'autre, parce que moi je suis à la fin et donc c'est un accouchement dans la douleur de cette thèse, mais ça reste vraiment passionnant et hyper enrichissant, stimulant. Je ne sais pas s'il y a autant d'activités qui peuvent être aussi stimulantes que la réalisation d'un doctorat, et puis les rencontres qu'on fait aussi, et être entouré de gens qui travaillent sur plein de sujets différents. C'est passionnant d'écouter ses collègues raconter ce qu'ils ont eu en entretien, ce qu'ils ont vu sur le terrain. Effectivement, ça c'est quelque chose qui doit manquer par la suite si on ne le retrouve pas par ailleurs. J'aurais voulu ajouter ça pour pas rester sur une note qui soit aussi que négative. C'est difficile et c'est effectivement sans doute pas à recommander à tout le monde. Je pense qu'il y a des capacités de résistance psychologique à avoir aussi importantes, mais ça reste une aventure passionnante, quoi. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Si je peux rajouter quelque chose, des fois aussi, moi tu l'as un peu évoqué, Lucie, mais
un peu cette perte de sens de... Voilà, le doctorat, c'est quand même quelque chose qui est très hors sol, malgré qu'on aille sur le terrain, qu'on rencontre des gens. Au final, comment dire, on ne produit rien de concret pour ces gens. On fait des productions scientifiques, mais qui restent entre pairs, qui restent dans la sphère voilà, purement scientifique et un peu savante. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je me sens pas toujours très à l'aise. Moi, j'ai vraiment en tête presque de faire participer mes enquêtés à l'enquête. Là, j'étais en train d'en parler avec Lucie, mais je lui demandais est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de, par exemple, écrire le portrait d'un enquêté et de lui faire lire, de le lire avec lui, et de voilà, lui demander ce qu'il en pensait, ce qu'il ajouterait, ce qu'il modifierait. Je pense que ça pourrait aussi venir nourrir l'enquête. Alors, je sais pas du tout si ça... Je crois que tu m'as dit que c'était des pratiques qui se faisaient. Et moi, c'est des choses vers lesquelles j'essaye de tendre, justement, pour retrouver aussi un peu du sens. Parce que voilà, on laisse, enfin en tout cas moi qui travaille sur des publics précaires, ben, je laisse ces gens-là dans leur situation qui est pas toujours très très bonne pour eux, et en fait je peux rien faire. Enfin voilà, je suis face à cette impuissante et j'ai l'impression de regarder les choses d'en haut, et du coup c'est vrai que ça, des fois moi ça peut me conduire à traverser des moments difficiles où j'ai du mal à me mettre au travail à cause de ça, justement parce que j'ai cette perte de sens qui engendre un peu une déconnexion à la réalité. Et donc voilà. Mais pour finir sur une note positive aussi, comme le disait Lucie, je vais répéter un peu ce qu'elle a dit, mais moi j'apprécie vraiment voilà, cette autonomie qu'on a dans le travail, le fait de pouvoir s'organiser vraiment comme on veut dans le temps. En fait, même au niveau de notre vie personnelle, si par exemple on a un rendez-vous médical, ben, c'est très simple, on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, on le cale un peu quand on veut. Donc ça c'est, par exemple, si on a un parent qui va pas bien, voilà, on peut aller le voir. Enfin, ça c'est quand même, je trouve que c'est un avantage, même si le pendant de ça c'est qu'il faut s'auto-contraindre après. Et la deuxième chose que j'apprécie le plus, voilà, c'est l'épanouissement que je ressens dans ce travail-là, d'avoir plusieurs casquettes, d'avoir plusieurs rôles et de faire vraiment plusieurs activités. Comme on disait, bon voilà, l'enseignement, la recherche, la publication pardon, l'organisation d'événements, de séminaires. Voilà, enfin, je trouve que ça reste une belle expérience traumatisante, je sais pas, c'est vraiment un peu mince, contradictoire, mais voilà. D'accord. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous avez de la publicité à faire? Parce que la dernière fois, il y avait Monsieur Philippe Collin qui était là et qui a oublié de faire sa publicité pour son colloque. Est-ce que vous avez des publications, des choses que peut-être votre thèse, si tout se passe bien, je soutiens ma thèse le 1er octobre à l'université de Limoges. Donc voilà, ce sera la prochaine actualité. Après, j'ai des colloques à venir là, dans les semaines qui viennent, mais pas de publication à apparaître, pas d'actualité scientifique très importante à ce titre-là. Moi non plus, j'ai pas d'actualité scientifique, enfin, des choses à paraître, mais qui sont vraiment dans très longtemps, quoi. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci encore. Merci.